Bonjour à toutes et à tous. Plaisir de vous retrouver, de voir d'autres têtes qui étaient absentes et qui arrivent. Et je salue tous les auditrices, tous les auditeurs en ligne qui nous suivent nombreux. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème de l'information biologique en prolongeant également l'étude de l'encodage que l'on avait vu la dernière fois, mais en le poursuivant de façon assez différente aujourd'hui. Donc, comme j'ai coutume de le faire, j'aimerais commencer par un rappel des points essentiels vus la dernière fois en parlant de code biologique, essentiellement dans le domaine de la chimie du vivant, où d'une certaine façon, comme je l'écris maintenant, on pourrait dire qu'on a vu comment les espèces chimiques essentielles, qu'on peut voir comme des lettres, comment elles peuvent s'associer en séquence ou en combinaison pour former, comme on pourrait l'appeler, des mots qui ont un certain sens pour un système biologique. Le thème sous-jacent aux différents codes biologiques qu'on avait étudiés, code génétique, code transcriptionnel, code de signalisation et code d'adhésion, c'est celui d'un équilibre à trouver entre diversité et spécificité. On a vu comment l'augmentation de la diversité d'espèces chimiques peut poser un problème de spécificité en raison des problèmes de reconnaissance entre différentes espèces chimiques. Donc, dans le cadre du codage génétique, on avait vu le besoin de corriger un certain nombre d'erreurs par des mécanismes de proofreading ou alors l'encodage lisse ou homogène tel qu'il a été proposé par Zvitulski, dont j'avais parlé la dernière fois. On avait revu ce thème dans le domaine du code transcriptionnel où le codage lisse permet de limiter l'impact d'erreurs de reconnaissance, mais vu comment également l'encodage combinatorial en fait permet de relaxer ces contraintes et de pouvoir explorer un champ plus vaste de spécification. Dans le cadre de l'encodage de signalisation, cet aspect combinatoire était extrêmement important, surtout dans des systèmes où l'on voyait qu'il n'y avait pas de reconnaissance spécifique d'un ligand pour un récepteur, mais plutôt une certaine promiscuité de ligands pour un ensemble de récepteurs. Et j'avais parlé dans ce contexte du travail en particulier de Michael Elowitz ces dernières années. Et puis l'encodage d'adhésion, qui est un encodage qui, lui, est beaucoup moins caractérisé par une spécificité d'interaction, mais également par une multiplicité de reconnaissances, dans laquelle on voyait les processus stochastiques étant plus déterminants qu'une façon déterministe de concevoir l'encodage, comme c'était pourtant le cas dans le codage génétique. Voilà, donc dans ces différents cas, on voyait donc cet équilibre à trouver entre spécificité et diversité. Et on avait vu donc à travers ces différents exemples comment la théorie du codage apporte un cadre utile pour essayer de répondre à un certain nombre de questions et de comprendre les contraintes propres au système de codage. L'importance également de l'aspect combinatoire pour permettre d'avoir un certain addressing, c'est-à-dire la spécification d'identité cellulaire ou de réponse spécifique des cellules. Et puis on avait discuté également effectivement des différents types d'encodage de nature plutôt déterministe dans le cas strict du code génétique et puis graduellement de moins en moins déterministe et de plus en plus incorporant des éléments stochastiques et qui sont plus adaptés pour comprendre les systèmes de nature auto-organisée. Alors aujourd'hui, j'aimerais poursuivre sur le thème du code, mais pour poursuivre la métaphore des lettres qui assemblaient des mots en termes de séquences ou de combinaisons d'espèces chimiques, on peut voir maintenant comment ces espèces chimiques peuvent s'assembler, ou ces combinaisons d'espèces chimiques, donc ces mots en ce sens, peuvent former des motifs dans l'espace aujourd'hui et dans le temps la semaine prochaine pour coder ce qu'on pourrait appeler des phrases, encore une fois cette métaphore du langage. Mais vous comprenez ce que je veux dire. On est bien dans le domaine des espèces chimiques, principalement, bien que je ferai appel à d'autres types de notions au cours de cet exposé aujourd'hui. Donc, commençons par un bref rappel des phénomènes biologiques qu'il s'agit de comprendre du point de vue de l'encodage spatial et pour moi, en quoi la représentation de l'espace est une notion importante en biologie. En biologie cellulaire comme en biologie du développement, voyons ici des structures organisées comme un embryon drosophile avec son motif de segmentation. On y reviendra. La production des somites, donc des segmentations d'invertébrés comme ici le zébrafiche, les motifs des précurseurs des plumes dans un embryon comme le poulet ou alors les motifs de pigmentation d'un zèbre. Donc à différentes échelles d'espace et de temps, on voit ici des motifs spatiaux qui montrent qu'il y a une structuration de l'espace extrêmement rigoureuse.
On peut également voir des structures plus complexes que celles-ci, en voyant par exemple des repliements que l'on voit d'espèces de colonies multicellulaires de bactéries, le repliement du tube digestif, les villosités intestinales, le tube neural, etc., ou les convolutions du cerveau, et puis également des structures branchées extrêmement diverses, de l'échelle subcellulaire comme le réticulum endoplasmique, le neurone Purkinje, ici la formation du poumon, la glande mammaire ou d'autres structures chez des organismes, des amibes. Donc on voit en fait cette multiplicité de structures et finalement la question que s'en pose c'est comment en fait, l'espace est-il encodé de l'intérieur par le système vivant pour arriver à produire des longueurs caractéristiques qui parfois sont proportionnées à la taille de l'organisme et parfois qui ne le sont pas. Donc le plan du cours est le suivant. On va commencer par un rappel des différentes façons de définir des longueurs caractéristiques dans un système vivant, puis on verra le concept d'information de position et dans ce cas particulier l'exemple des morphogènes, enfin, on aura un parcours historique, puis on en viendra à exposer la seule théorie quantitative de l'information, qui est la théorie de l'information de Shannon, qui a été développée pour d'autres raisons, mais qui a un terrain d'application extrêmement utile en biologie, et en particulier, on verra l'encodage et le décodage de l'espace par cette information de position, et on verra aussi, pour finir, comment finalement dépasser ce cadre de définition de l'information de position et de la théorie de l'information de Shannon pour essayer d'aborder des problèmes plus divers. Donc un menu assez riche. Commençons par voir donc comment définissons les longueurs caractéristiques dans un système vivant. Alors déjà, on peut le voir sous deux modes. Le premier mode classique, c'est celui d'un système déterministe dans lequel les longueurs caractéristiques vont être déterminées par des propriétés qui sont définies soit comme conditions initiales et qui se propagent dans un système. On verra l'exemple du morphogène, c'est un bel exemple de système dans lequel il y a une longueur caractéristique venant des conditions initiales du système et qui se propage en cascade dans la suite du système au cours du temps. Mais il y a une autre façon de concevoir ou de déterminer des longueurs caractéristiques qui est celle d'un système auto-organisé dans lequel il n'y a pas de conditions initiales autres que les composants du système, mais les propriétés d'interaction entre ces composants et les fluctuations qui ont lieu permettent la croissance de certaines fluctuations, leur amplification au détriment d'autres, et qui permettent de générer des longueurs caractéristiques. Et donc c'est par exemple ici dans cette structure d'une termitière. Alors prenons l'exemple classique, on y reviendra plus tard, d'un système soumis à la diffusion d'une espèce chimique avec une source à un endroit, une diffusion, une certaine dégradation à un facteur K. Donc la longueur caractéristique du gradient exponentiel qui sera formé sera sous la forme racine carrée de D coefficient de diffusion sur K coefficient de dégradation. Et donc là, on a une propriété intrinsèque du système qui dépend de sa diffusion et de sa dégradation. Alors un exemple parmi tant d'autres, mais nous y reviendrons, donc je présente tout de suite un système que l'on peut voir et qui a eu une importance historique importante dans les années 80 lorsqu'il a été découvert. C'est le gradient de distribution exponentielle d'un facteur de transcription qui s'appelle bicoïde et qui est nécessaire à la spécification des parties antérieures de l'embryon de drosophile, que l'on peut quantifier et qui est cette forme caractéristique d'un gradient exponentiel, qui s'approxime très bien par une distribution exponentielle. Mais on peut avoir d'autres formes de longueur caractéristiques dans un système maintenant uniquement gouverné, on va dire, par des propriétés mécaniques. Imaginons un système à gauche dans lequel une contrainte est appliquée vers la gauche. Étant donné les propriétés du matériau, sa stiffness, sa viscosité et les frictions qui peuvent avoir lieu avec l'environnement, on peut définir une longueur hydrodynamique de cet écoulement visqueux sous contrainte qui va avoir la forme de la racine carrée de la viscosité sur la friction. Et comme exemple, parmi tant d'autres, j'ai voulu citer cet exemple du travail de Susan Eaton avec Frank Ulischer, où montrer comment le développement de l'aile de la drosophile, ici il y a une contraction dans la partie proximale de l'aile qui applique une contrainte sur l'ensemble du tissu épithélial qui est lui-même ancré aux parties distales de l'aile. On n'a pas le temps on ne peut pas vraiment voir, mais un œil plus attentif vous permettrait d'observer, ou sinon en regardant ces publications, qu'il y a effectivement des déformations dans le matériau qui trahissent en fait les contraintes appliquées par ce matériau et qui ont une certaine longueur caractéristique. En tout cas, ici, on a un exemple classique, comme on peut le retrouver dans d'autres exemples, où une contrainte a une certaine longueur de portée qui dépend des propriétés du matériau considéré.
Voilà, comme deux exemples de systèmes déterministes dans lesquels les longueurs sont déterminées de façon chimique ou mécanique. Tournons maintenant la page et considérons les systèmes auto-organisés. L'exemple typique d'un système chimique auto-organisé va être les instabilités de Turing, dans lesquelles, dans le cas le plus simple développé dans l'article fondateur de Turing, on a l'exemple d'un activateur qui va s'auto-activer, qui va induire son propre inhibiteur, et moyennant, dans ce cas simple, des différences de diffusivité entre l'activateur et l'inhibiteur, on peut voir émerger l'amplification de certaines fluctuations de l'activateur qui vont dominer la croissance de l'inhibiteur empêchant la croissance d'autres activations à distance à une certaine longueur caractéristique. Donc ici, les longueurs caractéristiques de ces motifs de Turing dépendent des détails des interactions croisées d'activation et d'inhibition et des coefficients de diffusion. Il n'y a pas de réponse générale. Et encore une fois, il s'agit d'un exemple très simple avec deux composantes seulement. Un exemple qui semble assez bien être décrit par ce type de paradigme de Turing, ce sont les crêtes palatines, ici étudiées chez la souris par l'équipe de Jeremy Green, et qui montrent en fait qu'il y a une longueur caractéristique qui dépend des propriétés d'activateur et d'inhibiteur. Une des caractéristiques des systèmes de Turing, c'est que la longueur en fait, est définie par les propriétés du système, elle ne vient pas de la taille du système. Donc si le système est en croissance, on va ajouter un nouveau motif, mais on ne va pas faire des motifs qui vont scaler avec la taille du système. En tout cas, dans le cas le plus simple, et ici, l'activateur serait FGF et l'inhibiteur Sonic Hedgehog. Bon, je ne rentre pas dans les détails, l'article est mentionné. Des exemples plus complexes de motifs de Turing, où maintenant on va avoir trois nœuds, trois espèces chimiques qui sont en interaction réciproque, soit assez conformes à ce que je viens de vous présenter, ou là dans les cas beaucoup moins intuitifs, où en fait il est quasiment impossible intuitivement de voir l'outcome, il faut utiliser des simulations numériques. Mais c'est ce qu'a fait l'équipe de James Sharp, qui a étudié de façon assez exhaustive ce système, et qui montre comment la formation des doigts dans le bourgeon du membre de la souris peut bien s'expliquer par un motif de Turing à trois composants, Wnt, BMP et SOX9, qui sont ici dans le cas où ils étudient de façon détaillée ce réseau, il y a effectivement une production alternative de bandes d'activation de SOX9 et des autres gènes en vert et bleu. Et donc le nombre de doigts que l'on a dans une main dépend en fait essentiellement de cette taille. D'ailleurs, la polydactylie est parfois associée à l'augmentation du champ, ce qui est attendu d'un système de Turing, c'est-à-dire qu'il y a une longueur caractéristique. Si on avait un champ plus large pour la formation de la main, à ce moment-là, il y aurait un doigt en plus. Alors ça, ce sont pour des systèmes de Turing simples de nature chimique. On peut aussi trouver des motifs de Turing-like dans des systèmes mécaniques où on va avoir un système d'auto-activation et d'inhibition à distance. Au lieu de le faire de façon chimique comme on l'a vu, on peut utiliser, on va le voir dans les diapositives suivantes, un système mécanique. Les pionniers dans la découverte de systèmes de Turing, Turing-like, c'est Albert Harris, mentionné ici. J'en ai parlé en détail, je fais un rappel rapide en 2018, ici même, mais en mettant des cellules en culture sur un substrat PDMS, ils voyaient en fait des agrégats au bout de quelques jours qui ont des longueurs caractéristiques. L'idée ici, c'est que les forces actives de traction exercées sur le substrat ont un effet d'auto-activation par orientation du substrat, une espèce de diffusion négative qui attire les cellules les unes aux autres. Il y a une diffusion qui va disperser les cellules, donc il y a donc avoir une certaine compétition entre les forces de traction, la résistance élastique du substrat, et en fait, il y a une espèce de, on peut définir, enfin c'est ce qu'ils font dans cet article, un seuil critique de traction, redimensionnalisé ici, à partir duquel il va y avoir cette instabilité qui forme ces agrégats, et qui dépend du rapport essentiellement entre l'attraction, taux, et puis l'élasticité au dénominateur. Alors, un certain nombre d'études plus récentes en fait, ont permis de tester ce modèle proposé il y a donc plusieurs décennies, et le laboratoire de Amy Shire en particulier, qui, étudiant la formation du bourgeon des plumes chez le poulet, a pu trouver ici un exemple d'application de ce type de modèle. Donc ici, on voit ces différents types de bourgeons, et en variant la rigidité du substrat, parce qu'ils mettent ces explants en fait, sur des substrats de différentes rigidités, ils voient que l'espacement de ces différents agrégats varie d'une façon qui dépend de l'élasticité du substrat, comme le modèle peut l'expliquer. Et dans une étude plus récente, ils utilisent un modèle hydrodynamique qui explique de façon plus fine sans doute la formation de ces agrégats. En fait, ils se fondent sur un article théorique de Frank Hulischer et Stefan Grill il y a un certain nombre d'années, qui a été utilisé aussi dans ce type d'études. En fait, ici, on a toujours un phénomène de positive feedback via l'advection qui amplifie une contractilité,
qui crée une instabilité et qui est résistée, non pas, puisqu'on est dans un système visqueux, par la friction que lui oppose l'interaction du substrat ainsi que la viscosité. Donc on va voir ici maintenant l'exemple ex vivo, même in vitro, que ces auteurs apportent pour expliquer ce système. Donc en fait, on peut voir ici le système dans le contrôle. Ils ont une espèce d'anneau où les cellules sont apportées sur ce substrat. C'est presque l'expérience de Albert Harris, mais dans un système à géométrie bien organisée. Et les cellules, à l'origine distribuées de façon aléatoire, vont former des agrégats au bout d'un certain nombre d'heures. Ils modélisent le système comme un système dans lequel le flux peut se décrire par diffusion des cellules et advection. On a une description des contraintes en termes de contraintes visqueuses et contraintes actives, non de la contractilité, de l'activité active de ces cellules. Et ici, on a l'équilibre des forces avec la friction, les forces de friction ici. À l'état stationnaire, ce système, on peut étudier les fluctuations autour de l'état stationnaire avec l'équation, la solution en fait à cette forme exponentielle et le nombre d'ondes oméga à cette forme intéressante où on voit en particulier au numérateur le nombre de Peclet qui mesure les contributions respectives de dépassement par convection et advection sur la diffusion et la longueur hydrodynamique, L. Alors les deux, en fait, sont des propriétés qui dépendent de la contractilité. On peut montrer, je n'en rentre pas dans les détails, que le nombre de Peclet, c'est exactement le rapport entre la contractilité et une forme normalisée de la contractilité qui est le produit de la diffusion par la friction. Donc ici, on aura en ordonnée ce nombre de Peclet et en abscisse la longueur hydrodynamique. En fait, on met dans ce diagramme de phase les deux paramètres essentiels du système qui prédisent son évolution, c'est-à-dire en fait le signe de oméga. Et en fait, on a formation d'instabilité dès lors que le nombre de Peclet est suffisamment grand par rapport à L. Donc effectivement, il y a une dépendance réciproque entre ces deux paramètres. Et en particulier, on peut prédire que si jamais à une longueur hydrodynamique donnée, c'est-à-dire pour une viscosité du substrat donné et des frictions associées, si on augmente la contractilité des cellules, ce que l'on peut faire en utilisant des drogues qui vont modifier la contractilité des cellules, on s'attend à se déplacer dans cette direction du diagramme de phase, donc d'avoir de plus en plus d'agrégations dans un temps de plus en plus court. Et c'est exactement ce qui se passe. On voit ici disparition complète des agrégats lorsqu'il n'y a plus de traction et de contractilité, et formation plus rapide de ces agrégats lorsqu'on augmente la contractilité. Également, lorsque maintenant on est à une valeur donnée de la contractilité, mais qu'on augmente la viscosité du substrat en utilisant du ribose, à ce moment-là, on s'attend à un certain moment à perdre la formation d'agrégats, et c'est ce qui est observé dans ces expériences. Donc ici, on voit en fait un système dans lequel on peut créer des longueurs caractéristiques, des variations entre différents îlots de cellules, donc une organisation spatiale de l'espace par un système purement soumis à des lois physiques qui caractérisent ses propriétés. Donc je voulais commencer par ça pour montrer dans un système chimique comme un système mécanique comment des longueurs caractéristiques émergent. Alors ayant vu donc en introduction les multiples outils à disposition d'un système vivant pour créer des longueurs caractéristiques, voyons voir maintenant comment plus finement on peut en extraire une information dans le contexte donc, de ce cours sur l'information. Et donc je vais parler d'abord dans un parcours historique de comment on en est venu à penser ce concept d'information de position. Moi je me permets de remonter même quasiment à Darcy Thompson, même s'il ne parle pas du tout d'information de position, mais dans ces images que l'on connaît tous, des transformations conformes, du squelette ou de l'exosquelette d'animaux, voici quelques exemples. Il dresse la possibilité que l'on puisse faire correspondre un animal à un autre moyennant des déformations conformes d'un système de coordonnées pour l'expérimentateur, mais sous-entendu, il existe peut-être au cours de l'évolution des moyens de déformer ce système de coordonnées par la croissance différentielle ou les processus mécaniques qui permettraient de passer d'une espèce à l'autre. Donc une espèce de façon d'expliquer l'évolution en termes mécaniques ou mathématiques. Et donc c'est l'idée même d'un système de coordonnées pour l'expérimentateur, mais aussi peut-être pour le système, que l'on peut déceler déjà dans Darcy Thompson. De façon, en passant les années, nous sommes maintenant en 1966, une étude de Hildegard Stumpf montre, alors à l'époque on n'étudiait pas la drosophile beaucoup pour le développement, mais des insectes parfois un peu exotiques comme cette petite teigne, un petit lépidoptère, qui a eu la formation de certains sillons de cuticules. Et on a ici la distribution normale simplifiée de ces sillons. Et Hildegard Stumpf en fait une rotation d'un morceau de cuticule à 180 degrés, de telle sorte que ce sillon est déformé. Et en fait, elle prédit en fait, qu'il devrait y avoir une réorganisation des différentes structures intermédiaires si les cellules se positionnaient avec une information quant à leur distance par rapport à ce sillon, vue comme une référence dans un système de coordonnées.
Et donc les types de ce... Alors, bon, il faut être spécialiste pour interpréter ce genre d'image, mais on voit ici le schéma interprétatif à gauche, et puis la phrase que je trouve assez... En tout cas, la conclusion est intéressante. The concentration gradient, the existence of which is confirmed by these results, obviously has two functions: to orient the scales by its direction, et deuxièmement, to supply the cells by its absolute values or ranges of concentration with the necessary information about their distance from the segment margins and to induce the corresponding Quilkele structures. Donc en fait, on voit ici clairement l'énoncé de l'idée que les cellules en fait sont capables de mesurer leur distance par rapport à une référence, les bordures des segments. Voilà, donc c'est une notion importante qui sera définie quelques années plus tard de façon beaucoup plus précise par Lewis Wolpert dans son article où il parle et définit le terme d'information de position. Donc, je lis un passage important, c'était la toute première page de l'article, en fait, qui résume les points essentiels. Il distingue un système universel whereby the translation of genetic information into spatial patterns of differentiation is achieved. Donc, un système universel qui peut s'appliquer à donc, différents systèmes dans un organisme et même d'un organisme à l'autre, et un système beaucoup plus dépendant des cas où, en fait, cette information est interprétée pour réaliser la différenciation cellulaire. Waddington lui-même a distingué différents domaines, le domaine de la différenciation, le domaine de la spécification, etc. Et dans cette lignée-là, Wolpert distingue bien les deux, mais définit le concept d'information de position ici. Le point de départ de Wolpert, c'est d'expliquer des phénomènes comme les expériences de Driesch chez l'oursin qui montraient qu'il y avait une régénération, de telle sorte que le système, semblait-il, était capable de régénérer son système de coordonnées. Et donc il essaie de rendre compte de cette propriété. Et donc le point important, c'est que ce système d'information de position est potentiellement général ou générique. Il n'a pas besoin d'être instancié d'une façon unique dans un système. Le point de départ de la réflexion de Wolpert, c'est ce qu'il appelle le problème du drapeau français, et qui peut s'énoncer en prenant ici ce schéma issu de son article d'un drapeau français qui, moyennant un accroissement de sa taille, garderait les proportions de ses différents motifs bleu, blanc, rouge. La préservation des motifs dans un système en croissance est quelque chose qui constitue le problème du drapeau français. Et en fait, Wolpert prétend que pour expliquer ce type de problème, alors ici, voilà des illustrations concrètes de ce problème de scaling. Dans le cas de différentes espèces de drosophiles où on voit Melanogaster sur lesquelles on va revenir, des espèces plus grandes et plus petites où l'on voit que le morphogène, ici c'est une molécule qui est introduite qui diffuse. Je ne sais plus si c'est bicoïde, enfin peu importe, l'auteur de l'article est dans cette pièce, vous pourrez lui demander après. Mais en tout cas, il y a un scaling des structures, mais de façon plus précise, si on regarde les segmentations de ces embryons, là on voit bien qu'il y a un scaling, un proportionnement en fait, des motifs à la taille du système, comme on s'attend, pour illustrer ce système du drapeau français. Et puis chez les vertébrés, ici une étude du laboratoire de Cliff Tabin et de James Briscoe qui compare le poulet et un petit oiseau, le zebra finch, où on peut voir ici que le patterning dans le tube neural en fait, est dépendant et proportionnel à la taille du système. Donc pour expliquer ce genre de système, Wolpert indique qu'il est important d'avoir un système de spécification de la polarité et l'existence de seuillage pour une réponse des cellules, et puis une réaction autolimitante dans ce système. Alors, la meilleure façon d'expliquer le système du drapeau français, et en tout cas le système de l'information de position, c'est cette expérience de pensée dans laquelle on imagine deux génotypes, qui sont donc des spécificités du système, et quelque chose de plus universel en amont, d'après le concept d'information de position, qui est identique dans les deux systèmes, et qu'on ne voit pas. Imaginons une expérience de greffe où l'on prendrait un morceau de ce drapeau, greffé à un autre endroit dans cet autre génotype, et réciproquement. S'il existe bien une information de position identique dans les deux systèmes, les cellules greffées gardent leur identité, c'est-à-dire leur génotype. Donc, par exemple, les cellules transposées ici gardent l'identité américaine. En revanche, elles vont s'adapter à l'information de position, non pas qu'elles avaient à l'époque, mais dans lesquelles elles se situent une fois la greffe réalisée. Et donc, on s'attend à avoir ce type de motif, et réciproquement pour le morceau de drapeau français, qui est greffé dans cette partie-là du drapeau américain. Donc on voit bien que cette expérience de pensée montre ce à quoi on s'attend s'il y a bien indépendance entre un système universel d'information de position et un système d'interprétation de cette information qui est dépendant du génotype. Alors on va voir effectivement, peu de temps après, des expériences réalisées chez la drosophile
qui semble très correctement vérifier les prédictions du système d'information de position de Wolpert. Il s'agit d'étudier une mutation Antennapédia qui, comme on peut le voir ici, transforme l'antenne de la drosophile, qui sont ces deux structures ici, en pattes, que l'on peut voir ici. L'expérience consiste maintenant à faire une analyse clonale, c'est-à-dire à modifier le génotype d'un groupe de cellules dans l'antenne, de telle sorte que des fragments de tissu vont croire « je suis une patte » alors qu'elles sont dans l'organe antenne. Et l'on va regarder plus finement l'identité des cellules transformées. Et le résultat des études de Postelweis et Schneiderman est qu'en fait, les transformations d'identité des cellules sont de telle sorte que l'on peut voir une homologie directe entre le type de transformation et puis les différentes parties proximodistales de l'antenne. C'est-à-dire que si jamais on fait une mutation antennapédia dans cette partie de l'antenne, elle va ressembler au tarse, mais pas au fémur, et inversement. Ce qui veut donc dire qu'il y a quelque chose de commun à l'antenne et aux pattes qui définit en amont de leur identité antennapédia ou non leur information de position. C'est leur information de position proximodistale. D'autres études réalisées peu de temps après vérifient, c'est un peu la reprise de l'expérience de Stumpf dans un autre insecte, mais qui montre de façon un peu plus fine, pas simplement la réorganisation des cellules au voisinage d'une inversion de la cuticule. Et l'on peut voir en particulier, alors ici on a un modèle où les auteurs, donc c'est Peter Lawrence et Francis Crick et Monroe, qui montrent en fait que si jamais on réalise en fait un déplacement d'une structure de la cuticule à un autre endroit, on pourrait s'attendre par diffusion d'une substance, donc là on est dans un modèle de diffusion, et une réorganisation d'un paysage d'information de position qui pourrait inverser la polarité des cellules en dehors de la cuticule ou au voisinage de la cuticule. Et c'est ce qui est observé ici. On voit ici une inversion de polarité de ces grandes bristles, et puis des petites structures sur la cuticule qui sont également inversées. Et d'autres expériences réalisées, encore une fois, j'ai fait une revue vraiment de la littérature extrêmement abondante qui a permis d'affiner ce concept de système de coordonnées et d'information de position. Des expériences chez la blatte où on peut faire une ablation, mettre bout à bout des parties différentes pour créer une discontinuité dans l'identité des cellules. Et donc, s'il existe une information de position, on pourrait s'attendre qu'il y ait une restauration des structures intermédiaires. C'est exactement ce qui est obtenu. Il y a une forme de continuité qui est restaurée. Et également, ici, chez la salamandre, les expériences ont été réalisées donc, par le laboratoire de Peter Bryant, qui a vraiment conceptualisé ces choses en définissant deux types de coordonnées sous-jacentes, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas du tout les molécules. Vous avez bien compris que les gens réalisaient des expériences de modification dans lesquelles ils voyaient s'il y avait des modifications des structures qui étaient conformes à l'idée qu'il existait un système de coordonnées de nature polaire ou de nature plutôt cartésienne, et qui permettrait de définir la polarité proximodistale ou l'information dorsoventrale dans ces structures. Alors finalement, on en vient en parallèle avec ces études-là à aussi l'idée qu'il existe des substances, donc des substances chimiques, qui sont sous-jacentes à l'idée d'une information déposée très précocement dans l'embryon. On peut remonter aux expériences de Morgan de régénération chez l'annélide et d'autres espèces, où il parle par exemple we might make an appeal to the hypothesis of formative stuffs. Alors, c'est vraiment une façon extrêmement peu précise de définir les choses, mais finalement l'idée qu'il y a évidemment une substance qui serait distribuée d'une façon non uniforme dans une structure et qui rendrait compte des processus de régénération. Théodore Boveri, dans les mêmes années, en fait, en vient à la même conclusion en étudiant en particulier les embryons d'oursins qui sont capables de se régénérer. Et on doit peut-être à Edwin Conklin, en 1905, la description la plus précise d'hétérogénéité de substances déposées très précocement dans l'œuf, dans un embryon, et qui soit nécessaire, ou qui serait nécessaire au développement d'asymétrie dans l'embryon. Il étudie pour cela les acidies, et on voit ici extrait de son article. Ce n'est pas un marquage par un anticorps, il n'y en avait pas à l'époque, mais c'est plutôt en fait simplement des hétérogénéités de densité de pigmentation. Et il observe dès le stade une cellule, puis deux cellules, etc., une asymétrie dans la densité de substances qui, d'après lui, et en utilisant son imagination, indique
que l'œuf n'est pas un espace homogène, mais un espace autorogène avec un gradient, et donc que cette information pourrait être nécessaire non seulement au développement, mais comme le prétend-il même, à l'évolution. Alors, de façon, là on parcourt maintenant quasiment 80 ans, là à une époque où on connaît les gènes, on connaît beaucoup de choses que l'on a vues la dernière fois en termes d'informations moléculaires, on peut commencer maintenant à revenir à cette notion et la définir de façon beaucoup plus précise. Donc, dans l'embryon de drosophile dont j'ai parlé tout à l'heure, effectivement, il y a des structures antérieures de la larve qui sont spécifiées par un gène d'origine maternelle, c'est-à-dire apporté par la mère dans l'œuf, et qui est nécessaire à la formation de ces structures. Il y a ici une disparition des structures antérieures de la cuticule dans ce mutant bicoïde. Lorsque le gène a été identifié, des mutations, il a été aussi possible de créer des embryons dans lesquels la dose de bicoïde variait entre les nombres de copies normales, 2 copies, organisme diploïde, 1 copie, 3 copies ou 4 copies. Et on voit ici que, en regardant le gradient de bicoïde observé par un anticorps, qu'il y a donc une augmentation de la taille de ce gradient qui a une forme exponentielle, comme on peut le voir ici. Mais de façon aussi intéressante, conjointement avec le déplacement, l'augmentation de la taille de ce gradient, on voit également une déformation ou une adaptation plus exactement du motif embryonnaire, comme la formation de ces différentes bandes de ce gène père-roule, qui semblent être déplacées vers la droite, vers la partie postérieure, à mesure que le gradient occupe une place de plus en plus importante. Et dans la morphologie de l'embryon lui-même, j'attire votre attention en particulier au sillon céphalique, et cette structure ici, qui se déplace vers la gauche ou vers la droite lorsque l'on baisse ou que l'on augmente la dose de bicoïde. Donc ici, par une analyse moléculaire, on voit que la dose d'un gène est nécessaire pour adapter le positionnement des structures. Francis Crick avait déjà montré que, en faisant un calcul assez élémentaire sur les connaissances de la diffusion d'une molécule dans un cytosol, dans une cellule, effectivement, il était possible d'imaginer qu'un gradient puisse se former dans un temps caractéristique compatible avec le développement, c'est-à-dire quelques dizaines de minutes, maximum 1 heure, sur des échelles de quelques dizaines de microns. Donc, le modèle d'un modèle de diffusion pour expliquer la formation d'un gradient de morphogène est considéré comme plausible. Et de façon plus précise, donc maintenant des années plus tard, en 2007, l'étude du morphogène bicoïde, maintenant fusionné avec la GFP, permet une analyse quantitative beaucoup plus fine, où on peut voir ici, au cours du temps, l'évolution du profil de distribution de la concentration de bicoïde, et qui permet de définir, en rescalant l'embryon, un morphogène qui a une longueur caractéristique bien définie. On peut même mesurer le coefficient de diffusion de cette fusion bicoïde-GFP en utilisant la spectroscopie par corrélation de fluorescence, où les ordres de grandeur de coefficient de diffusion sont de l'ordre d'une dizaine de microns carrés par seconde. Et connaissant la longueur caractéristique du gradient, on pourrait estimer le temps qu'il faudrait pour qu'il se mette en place, quelques dizaines de minutes, ce qui est assez cohérent par rapport au temps que l'on sait entre le moment où bicoïde en fait, est traduit dans l'embryon et le moment où apparaissent les premiers motifs de gene gap, quelques dizaines de minutes après. Alors, tout à l'heure, je parlais de mutants qui permettent de varier la dose de bicoïde. On peut maintenant faire une analyse plus précise, varier entre 0, on n'a plus de bicoïde, jusqu'à 6 copies de bicoïde. On voit le déplacement maintenant de gènes qui sont des cibles transcriptionnelles de bicoïde. Donc, je vous parlais tout à l'heure, comme Wolper disait, on peut imaginer un mécanisme d'une substance qui aurait un profil de distribution donné, mais il faudrait une réponse seuillée pour arriver à créer en fait une discontinuité dans l'espace. Donc ici, on voit ici l'exemple particulier du profil de distribution de bicoïde et celui qui serait en fait une réponse seuillée d'un gène qui serait sa cible, en particulier Hunchback, dont on voit ici la protéine. Dans le cas sauvage, on voit ici qu'elle forme un cadran extrêmement important dans la partie antérieure et une réponse seuillée extrêmement abrupte. Lorsque l'on augmente la dose de bicoïde, il y a un déplacement vers la droite de ce gène Hunchback, ainsi que d'un promoteur artificiel fusionné à un gène de bêta-galactosidase qui permet de voir la réponse de ce promoteur minimal à la dose de bicoïde. Donc d'une façon qui est cohérente avec ce modèle présenté ici. On peut même utiliser des promoteurs dans lesquels on pourrait varier le nombre de sites de liaison du facteur de transcription bicoïde dont on a parlé au dernier cours
et qui permettent d'augmenter l'affinité effective pour ce promoteur et donc l'activation du gène. Et on voit effectivement que quand on varie la dose des nombres de sites de liaison au promoteur, on a un décalage vers la droite dans l'espace de l'activation du gène cible. Donc tout cela est très cohérent par rapport au modèle d'un système qui lie la concentration de bicoïdes, y répond par un seuil typique qui vient des éléments dont le coefficient de non-linéarité est lié au caractère coopératif des liaisons des facteurs de transcription au promoteur et tous les phénomènes de la transcription dans lesquels je ne vais pas m'attarder, mais dont le positionnement viendrait en fait d'une lecture à une concentration seuil que le système serait capable de mesurer. Donc on voit ici de façon qualitative que le concept d'information de position pourrait être associé à la lecture précise de la concentration de bicoïdes que le système arriverait à décoder pour activer ou non, d'une façon binaire, un gène, ici hunchback, dans une partie au-dessus du seuil et ne pas l'activer en aval. Alors, rentrons maintenant un peu plus dans les détails en étudiant le cas de bicoïdes. En fait, une question qui se posait dès au début des années 2000, c'est de savoir dans quelle mesure les systèmes développementaux en général étaient capables de résister au bruit auquel on s'attend dans un système développemental. Cette question de bruit était quelque chose qui était étudié dans les systèmes comme par exemple le chimiotatisme des bactéries par le laboratoire de Steinleibler, et c'est quelque chose qui l'intéressait. Et donc l'étude en fait, de la robustesse des systèmes développementaux a commencé à gagner un peu d'intérêt. Et Thomas Gregor, lorsqu'il était en thèse à Princeton, a étudié en fait, ce système bicoïde en considérant deux cas de figure. Que le morphogène aurait une distribution qui ne serait pas spécialement précise, mais les propriétés globales du réseau seraient capables de gérer en fait, ce bruit pour avoir une réponse lisse à un certain stade. Autre possibilité, c'est qu'en fait l'input bicoïde est précis et qu'il génère une réponse précise du gène cible, hunchback en l'occurrence. Donc on voit ici la distribution des valeurs mesurées des concentrations de hunchback, qui va être l'output du système, et de l'input bicoïde, dans à peu près 15 000 noyaux d'une dizaine d'embryons. Donc on a un ensemble de données qui, à vue de nez, semble indiquer quand même un profil assez précis, mais ça peut être étudié de façon beaucoup plus précise. Donc en termes de précision, on peut déjà faire une estimation de quelle devrait être la précision pour que le système arrive à distinguer, par la concentration des molécules qu'il lirait, la position de deux noyaux adjacents, c'est-à-dire à peu près 8 microns. Étant donné un gradient de longueur caractéristique 100 microns, il faudrait une précision de l'ordre de 0,1, c'est-à-dire de 10%. Alors, on peut aussi se référer à une limite physique telle qu'elle a été étudiée par Berg et Purcell, où en fait cette précision est dépendante de l'inverse des contributions de la diffusion, de la taille du site de reconnaissance ici des facteurs de transcription, la concentration de facteurs de transcription et le temps d'intégration du signal. Et connaissant la diffusivité de bicoïdes, pour avoir une précision de l'ordre de 10%, il faudrait un temps d'à peu près une vingtaine de minutes. Alors, est-ce que les données sont compatibles avec ce type d'estimation? Oui, dans les mesures de Thomas Gregor, on voit ici la variation standard de hunchback par rapport à l'expression de la concentration de bicoïdes. On est toujours en dessous de 0,2 et pour une grande partie de l'embryon de l'ordre de 0,1, ce qui veut dire qu'il y a une précision de l'ordre de 10% dans la mesure de hunchback, dans la mesure de hunchback, qui est donc précis et en fait proche de la précision à laquelle on devrait s'attendre pour que chaque noyau soit discriminé. On peut aussi s'intéresser, mais cette fois-ci, à la reproductibilité, c'est-à-dire d'un embryon à l'autre, est-ce que les mesures sont conformes? Et cette formule permet de convertir la variation standard mesurée sur la concentration de bicoïdes par rapport à la variation de position décodée en fonction de cela. Et on voit ici dans les mesures ici, variation standard de la position, en fonction de la position le long de l'embryon, normalisé, on voit qu'on se situe de l'ordre de 1 à 2% de la longueur de l'embryon, ce qui est quand même très faible. Donc on est ici à un cas assez surprenant de très forte reproductibilité du système, ainsi que d'une grande précision.
Alors je passe rapidement pour montrer que même si on va beaucoup s'attarder sur ce système parce que c'est là qu'il a été le mieux étudié, il y a d'autres systèmes que je mentionnerai en passant dans lesquels les morphogènes sont importants. Donc ce n'est pas du tout simplement spécifique de la drosophile, c'est très générique. On peut voir ici la formation d'un membre comme l'est le drosophile dont j'ai parlé tout à l'heure en parlant du travail de Susan Eaton. Il y a des motifs spatialement organisés très précis qui dépendent d'un morphogène qui en l'occurrence est une molécule BMP, les mêmes dont j'ai parlé dans le travail de Macaulay Lewis la semaine dernière. Et ici, dans le travail de Marcos González-Gaitán de son équipe, on voit ici l'évolution du profil de distribution du gradient de concentration des DPP qui forme un morphogène à distribution exponentielle avec une longueur caractéristique. Et dans une collaboration avec Frank Fulischer, ils ont montré qu'on pouvait bien l'étudier en termes de diffusion, dégradation, et en termes de production à la source. Les estimations de ces grandeurs ont même été mesurées et on peut donc expliquer la formation de ce morphogène d'une façon assez conforme à ce que je vous ai présenté pour bicoïd, même si les paramètres cellulaires sont évidemment plus complexes. Dans le tube neural, autre système important, la spécification des différents types de motoneurones le long de l'axe dorso-ventral du tube neural chez les vertébrés, la souris, le poulet ou autres, et dont on voit ici quelques marqueurs dont l'expression est bien organisée dans l'espace le long de l'axe ventral dorsal. Ceci dépend en fait de l'action conjuguée de deux morphogènes, ce nickel choc produit dans la partie proximale et floor plate et qui diffuse et qui forme un gradient, et BMP dans la partie dorsale un gradient inversé. Et également une composante temporelle dont je reparlerai la semaine prochaine, mais disons qu'un gradient spatial définit différents territoires d'activation de facteurs de transcription qui eux-mêmes en aval vont spécifier certaines identités de type cellulaire. Alors une fois que l'on a vu ça, on va essayer de voir comment on peut passer d'une description qualitative à une description quantitative de l'information dans ce système. Et donc déjà, pour voir, quand on se situe dans les années, encore des années 60, ici je cite deux articles de Zucker-Kandel et Linus Pauling, où il y a une réflexion très intéressante sur ce qu'ils appellent des sémantides, c'est-à-dire des molécules qui sont capables de porter une information. Donc on pense évidemment à l'ADN, mais également à l'ARN, les protéines, etc. Et donc on voit ici une description de façon très qualitative. The genes themselves are the primary semantids, messenger RNA molecules are secondary semantids, etc. The type of molecule that have been called informational macromolecules or semantids has a unique role in determining the properties of living matter. En fait, c'est une description qualitative qui est conforme à ce qu'on a vu les dernières fois. Mais en fait, quand on parle d'information, on part un peu de ce concept-là, mais on aimerait évoluer vers une définition plus quantitative de l'information. Et c'est ce que l'on va voir maintenant, si l'on veut pouvoir utiliser ce concept pour mesurer, par exemple, l'information de position. Donc, comme je disais, l'information de position définie dans les termes que je viens d'énoncer appelle une définition quantitative de l'information qu'il va falloir donc constituer. On veut pouvoir dire, on pourrait pouvoir répondre aux questions de la forme quelle quantité d'information y a-t-il dans un message qui est encodé, qui est transmis et décodé, et on veut comprendre comment ce message est transmis au regard du bruit du système. Alors c'est exactement ce que Shannon, comme on va le voir maintenant, a apporté à l'étude de la transmission de l'information. Et on fait d'abord donc énoncer par étapes la théorie de l'information de Shannon, et on verra ensuite comment on peut l'utiliser pour répondre à ce type de questions. Alors avant Shannon, il y avait deux précurseurs importants. Je vais parler de trois articles qui ont tous été publiés dans le même journal, un journal interne à Bell Labs, un journal d'entreprise de communication. Donc on est aux États-Unis entre deux guerres, dans un contexte où en fait, le vaste territoire américain appelle en fait, des méthodes de communication extrêmement performantes. Et il y avait toute quantité d'ingénieurs qui essayaient de développer des relais, des systèmes de communication fiables pour transmettre de l'information. Et en fait, c'était difficile. Et je vais parler des trois personnes qui ont contribué graduellement en fait, à définir le concept d'information, de théorie de l'information et de la transmission du signal. Le premier, c'est Nyquist, connu pour d'autres raisons, mais ici, dans cet article, il a une section particulière dont je vais parler. Lui, il s'intéresse en fait à ce qui concerne la transmission de intelligence, c'est-à-dire du renseignement, on pourrait dire, ou d'une forme d'information, mais plutôt en termes de renseignement. Et ici, on est dans un concept d'information dans lequel l'information a quelque chose d'un peu qualitatif au sens où c'est quelque chose qui est lié un peu au sens, d'où le terme intelligence. Mais en fait, il s'intéresse à la contribution de la forme du signal
et du système d'encodage dans l'efficacité de cette transmission d'information. Et c'est lui le premier qui, en fait, a commencé à définir l'information sous une forme logarithmique qui, effectivement, est importante. Donc, dans ces termes, en fait, il définit W, qui est la vitesse de transmission de l'information, qui dépend d'une constante, qui est le nombre de current values, ou les valeurs possibles d'un système, dans un système d'encodage. Il peut y avoir un nombre de valeurs possibles qui peut être 2 quand on a un système binaire 0 et 1, qui peut être 27 si on a les lettres et les espaces. Donc on peut utiliser différents systèmes d'encodage, et ces différents systèmes d'encodage ont différentes valeurs. Donc 27 pour l'alphabet, plus l'espace, 2 pour un système binaire. Et donc on va avoir une expression de la transmission qui est dépendante du système d'encodage, qui est un des points qui effectivement l'intéresse. Et en particulier, il attire le point qu'il y a des systèmes d'encodage dans lesquels on va avoir une densité d'informations par valeur utilisée. Si on crée une plus grande diversité du système codé, pour reprendre les termes que j'utilisais la dernière fois, une plus grande diversité, alors à ce moment-là, presque une lettre pourrait définir un concept très compliqué. Ce n'est pas comme ça que l'on raisonne dans la langue française, ou dans toute langue, parce qu'il faudrait 1 million de mots pour définir toutes les choses. On utilise la combinatoire des mots pour exprimer des choses de plus en plus subtiles. Mais sinon, on devrait utiliser cette grande diversité. Alors, l'évolution importante, c'est Ralph Hartley, quelques années plus tard, qui, en étudiant la transmission de l'information, non seulement, comme on va le voir, réutilise cette expression logarithmique de l'information, mais l'affine en précisant 2 choses importantes. La première, il décide de ne pas s'intéresser au caractère qualitatif de l'information à son sens. Comme on peut le voir ici dans la description, a quantitative measure of information is developed, which is based on physical as contrasted with psychological considerations. Donc en fait, on se fiche complètement du sens du signal. On s'intéresse à ses propriétés physiques. Et en particulier, on s'intéresse au caractère d'incertitude lié au résultat de cette information, qui est un élément extrêmement important que Shannon va affiner. En fait, on peut considérer un échantillon tiré aléatoirement d'un ensemble de possibilités, et la quantité que Hartley va définir permet de quantifier l'information gagnée lorsque l'on fait ce tirage. Donc on est dans une définition qui est elle-même intrinsèquement probabiliste, avec une précision importante, c'est que tous les événements sont équiprobables dans la définition de Hartley, ce qui ne sera pas le cas avec Shannon. Donc ici, on s'intéresse, par exemple, à n sélections parmi S symboles. Donc on a S symboles, on va faire n sélections. Donc les différentes séquences possibles sont donc au nombre de S puissance n. On voit bien qu'ici, lorsque la séquence est de plus en plus longue, on aurait une augmentation donc exponentielle dans l'information, ce qui n'est pas très pratique, d'où l'importance d'avoir une expression logarithmique. Mais pour commencer, voici ici le raisonnement que j'ai extrait de Hartley. Il dit, appelons grand H cette fonction, grand H comme Hartley, qui serait donc linéairement proportionnelle à n, le nombre de sélections. Et K est une constante, mais qui dépend en fait du type de symbole utilisé de l'ensemble S. Donc on peut utiliser a priori, par exemple, considérer un système d'encodage S1, ou en tout cas c'est ça, d'encodage S1, S2, et on peut donc considérer 2 représentations. On aurait S1 puissance N1 qui est égal à S2 puissance N2. Comme par définition, on a défini la fonction h comme étant égale à K1 N1 pour un système d'encodage ou K2 N2 pour l'autre, on voit bien que l'on tire de ces deux-là qu'on aurait une égalité entre K1 divisé par log de S1 et K2 sur log de S2. Directement de ça. Donc, si on veut que cela soit vrai pour tous les S possibles, la seule façon, c'est d'exprimer K comme étant le produit de log de S et d'une constante K0 arbitraire, qui par exemple pourrait avoir comme valeur 1. Et dans ce cas, on retrouve que H peut se réécrire comme n log de S, ou autrement dit, H, c'est log de la S puissance n. Donc ça, c'est le raisonnement de Hartley qui lui permet de définir ce qu'il appelle sa fonction, qui est retenu pour ça, cette fonction qui permet de quantifier l'information associée à un encodage où on a une séquence de n symboles parmi S possibilités. Alors Shannon va directement s'inspirer, d'ailleurs il les cite dans le premier paragraphe de son article publié maintenant en 1948, donc 20 ans plus tard, il se réfère directement à Nyquist et à Hartley, mais en particulier il retient le fait que la sémantique n'a aucune importance, on s'intéresse uniquement aux propriétés statistiques de l'information,
Et l'autre chose, c'est que par contre, à la différence de Hartley qui considérait comme tous les événements équiprobables, Shannon va généraliser cette notion en considérant tous les cas possibles de distribution non uniforme d'événements dans un ensemble d'événements possibles. Alors déjà, le contexte, je l'avais précisé la dernière fois, mais je le rappelle, Shannon, qui est donc à la fois formé comme mathématicien, mais également comme ingénieur, c'est l'importance, et travailler en Bell Labs, c'est l'importance d'avoir un système, de définir l'architecture d'un système d'encodage, de décodage et de transmission d'informations avec un input et un output, et puis du bruit dans la transmission du signal. Je donnais la dernière fois l'exemple du système de chimiotactisme, où on a un input, la concentration d'un chémoattractant, comme la sérine, et puis, ou le glucose, et un output qui va être la variation de fréquence de rotation du flagelle qui permet de modifier la nage, la statistique de la nage de la bactérie. Un autre exemple qu'on pourrait prendre, je choisis à dessein ici, c'est effectivement comme input le gradient de concentration de bicoïde et comme output l'expression on-off d'un gène cible comme hunchback. On a bien un système input-output bien défini. Donc on est dans ce paradigme où en fait on a un système d'information avec un input, un output, un canal de transmission où les détails importent pas du tout. Peu importe ce qu'il y a dans ce canal, on s'intéresse quelle relation, quelle corrélation statistique il y a entre l'input et l'output. C'est exactement le travail qu'entreprend Shannon. Alors, Shannon définit ce qu'il va appeler l'entropie associée à ce système, en considérant le fait que cette fonction h, alors on est toujours dans le cas où en fait h mesure l'ensemble des choix possibles parmi un ensemble considéré, et les différentes probabilités des événements qu'on peut appeler par exemple P de I, h doit être continu sur P de I. Il doit y avoir aussi le fait que si on considère une loi uniforme, P de I égale 1 sur n, h doit être une fonction monotonique du nombre d'événements. Donc si on considère ces propriétés ainsi que celles qui est énoncées ici sur le fait que l'on peut considérer les différentes options comme une combinaison linéaire d'autres options de décision entre différentes possibilités, à ce moment la seule façon d'exprimer h, c'est quelle est la forme de moins la somme des PI log de PI, qui est donc la définition de Shannon de l'information qu'il appelle en fait l'entropie. Je crois que ce terme d'entropie lui a été suggéré par von Neumann dans une discussion, sans doute pour des raisons liées au caractère logarithmique de l'entropie de Boltzmann, mais peut-être pas uniquement. En tout cas, cette définition de l'entropie H est une mesure à la fois, on peut le voir comme d'un choix parmi un ensemble de possibles, du degré d'incertitude concernant le système ou de l'information. Le point très important, c'est que considérons un cas où l'on reçoit une information parmi 3 choix possibles et on ne sait pas, ou 6 choix, prenons un D. Si le D n'est pas pipé, il y a une incertitude maximale. Et à ce moment-là, tout résultat du D sera une information pertinente. Si on sait que le D est pipé, qu'il va toujours faire 6, lorsqu'on aura un 6, on aura 0 information. Donc c'est de ce type de considération que Shannon dit que ce qui est important, c'est en fait le fait d'avoir un système qui mesure le degré d'incertitude ou des choix possibles, et c'est ça qui va correspondre à l'information pertinente sur un système. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, on peut déjà définir l'unité de mesure de cette information dans un système binaire. Donc on peut définir différentes bases. En fait, la base retenue, c'est la base log 2, et on définit le bit comme unité de l'information. Mais pour illustrer ce que je viens de dire tout à l'heure, on voit bien qu'à partir de ce moment-là, et en généralisant à des cas qui ne sont pas forcément équiprobables, considérons 2 cas possibles de probabilité P et Q égale 1 moins P. Dans le cas où, comme je le disais, on connaît le résultat à l'avance, parce que le résultat est pipé, on a 1 dans un cas et 0 pour les autres, à ce moment-là, l'entropie est nulle, on n'a aucune information obtenue en faisant l'expérience. En revanche, il y a une incertitude maximale, c'est-à-dire équiprobabilité, où P et Q sont égales à 0,5, et bien, cette fonction h, définie en ces termes, atteint son maximum. On a le maximum d'informations dans le système, parce qu'il y a le maximum d'incertitude associée. On peut, alors Shannon commence à expliquer les choses d'une façon discrète, mais on peut évidemment passer une description continue de l'entropie de Shannon, qui va être l'intégrale des P de x log de Px dx, ou écrit différemment parfois sous cette forme-là, on le verra tout à l'heure. Donc on a maintenant bien armé pour pouvoir mieux exposer les choses. Alors, déjà, quelques considérations très simples à partir de cette définition. On peut considérer 2 états possibles d'un système.
et dans ce cas-là, on peut stocker au maximum 1 bit d'information. Si on a, alors par exemple, ça peut être un relais, un switch, quand on a un circuit électrique. Si on a n systèmes équivalents, ils peuvent stocker n bits parce qu'il y a 2 puissance n configurations possibles de l'ensemble. Donc de façon équivalente, on peut dire qu'il faut 1 bit pour discriminer entre 2 états, et il faudrait n bits pour discriminer entre 2 puissance n états, ou de façon équivalente, et parfois plus utile, il faut log 2 n bits pour discriminer entre n états possibles. Donc prenons l'exemple de l'alphabet avec l'espace, où il y a 27 options possibles. Il faut donc il y a donc dans chaque lettre log puissance 2, log base 2, 27, c'est-à-dire 4,75 bits d'information. En fait, c'est ce qu'il faut pour discriminer entre les différentes lettres. C'est entre 4 et 5 bits. On peut maintenant aussi se poser la question, revenons à nos embryons qui nous intéressent. Dans cette zone où on sait qu'il y a une définition de l'espace, où en fait on voudrait voir si le système est capable de discriminer la position entre 2 cellules voisines, et il semble que les premières mesures que je montrais tout à l'heure indiquaient que oui, on a à peu près 60 noyaux dans cette dimension-là, donc il faudrait 5,9 bits, presque 6 bits, en fait, pour distinguer avec certitude les différents types de noyaux. 2 puissance 6 égale 64. Une autre façon de se représenter l'information de Shannon que j'aime bien, c'est de se dire que on peut l'interpréter comme un arbre décisionnel, où en fait ça correspond au nombre, le nombre de bits de l'information, c'est le nombre de questions à choix binaire oui-non qui permettent de lever totalement l'incertitude sur un système parmi n possibilités. On peut l'appliquer, par exemple, au cas de si je veux savoir où est un noyau, je divise en 2, puis encore en 2, puis encore en 2, jusqu'au moment où on a parfaitement levé toute l'incertitude sur le positionnement des noyaux. Abordons maintenant le concept d'information mutuelle, qui est un élément extrêmement important. Donc cette information mutuelle, on va considérer maintenant 2 variables discrètes x et y, qui se produisent à des probabilités P de x et P de y. On peut définir une probabilité conjointe P de x et y, mais également une entropie de Shannon conjointe H de x et y, qui par la définition que j'ai énoncée tout à l'heure a cette forme-là. On voit bien que si les événements x et y sont indépendants, l'entropie conjointe de x et y, c'est exactement égal à H de x et H de y. Mais s'il y a quelque chose de conjoint entre les deux, ce qu'on appellerait une information partagée, une information mutuelle, alors il y a quelque chose, l'entropie de x et y va être plus basse que la somme des entropies respectives. D'accord ? On peut définir à partir de ce moment-là une autre entropie qui est extrêmement utile, qui est l'entropie conditionnelle, qu'on va écrire par exemple h de y conditionné à x, qui mesure le degré d'incertitude connaissant y, sachant que maintenant on connaît x, alors qu'avant on ne le connaissait pas pour h de y. Donc h de y par rapport à h de x, c'est la connaissance de y, en quoi lève-t-elle ou abaisse-t-elle précisément l'incertitude sur la connaissance de y. D'accord ? Et donc cette entropie conditionnelle, elle a cette forme-là. En fait, on va sommer sur les i et j, les logs de p et j. En fait, ici, c'est les i qui sont sommés, les probabilités. Tout ça est pondéré par la probabilité de voir apparaître l'événement i. Et à partir de là, on peut donc en déduire que l'entropie conjointe de x et y, c'est l'entropie de x plus un terme qui est inférieur à l'entropie de y, qui est l'entropie de y conditionnée par la connaissance de x. D'accord ? Donc tout à l'heure, j'avais dit ça. Si on veut l'égalité, il faut cela. Donc suivant les cas, évidemment, si jamais les variables sont indépendantes, ben, on retrouve ici h de y, vu que la connaissance de x ne change rien à l'entropie de y. Donc on peut dire de notre façon que la connaissance de x augmente la connaissance de y et donc va abaisser son entropie. Ce qui est exactement écrit ici. Et maintenant, on est armé pour présenter le concept d'information mutuelle de façon très précise. On a donc des variables qui ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. La connaissance, un changement de x va induire à une certaine probabilité un changement dans y. On va dire que donc x et y ont comme une information partagée, commune aux deux, et c'est cela qu'on veut quantifier. On veut quantifier
la quantité d'informations partagées entre ces deux variables x et y, et on va dire que donc, cette information partagée, la fonction mutuelle x, y, c'est l'entropie de x plus l'entropie de y soustraite à l'entropie conjointe. On peut le réécrire de façon équivalente et plus intuitive en fonction de ce que je viens de dire. L'information partagée ou l'information mutuelle de x et y, c'est la différence entre l'entropie quand je ne connais rien d'autre de x et l'entropie de x quand je connais y, qui est plus faible si jamais il y a une information partagée. Et donc, l'écart entre les deux est directement égal à cette notion d'information mutuelle. Ou de façon équivalente, parce que tout est symétrique, l'entropie de y moins l'entropie de y conditionnée à x. On peut aussi le voir d'une façon ensembliste, mais en tout cas, je pense que la formation algébrique suffit. Une façon de se représenter ça, c'est de voir que cette information mutuelle permet de voir des corrélations ou des corrélations statistiques qui ne sont pas simplement linéaires. Lorsqu'on voit ce nuage de points, on voit ici qu'il y a zéro corrélation linéaire, aucune information mutuelle entre x et y, deux variables représentées en ordonnée et en abscisse. Ici, on voit une corrélation linéaire, 0,9, une information mutuelle également 1. Mais ici, dans les cas de figure où il n'y aura aucune corrélation linéaire entre les données, mais néanmoins, il y a l'information mutuelle parce qu'on voit que c'est très structuré, ça. Et donc là, l'information mutuelle peut vraiment mesurer ça. Donc pour des cas beaucoup plus complexes, on voit que l'information mutuelle va permettre de généraliser l'idée de régression linéaire à des cas mais à des cas de données où il n'y a pas de linéarité dans ces corrélations. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus général en termes de la structure des corrélations statistiques entre un ensemble de données en input x et en output y. Alors revenons maintenant à notre canal de transmission de l'information avec un input et un output. On peut réinterpréter ce que je vais dire en termes de relation entre l'input et l'output. Donc on peut considérer l'entropie x de l'input, de la source, et l'entropie du receveur, h de y. Quand il n'y a pas de bruit, en fait, les deux entropies sont égales. Mais on est souvent face à un bruit entre les deux, et la caractéristique, donc on peut redéfinir, je redéfinis ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, l'entropie conjointe de les deux, c'est la somme de l'entropie de l'input et l'entropie de y conditionné à x, etc. On s'intéresse à la vitesse de transmission de l'information dans ce canal bruité. Mais le point important, c'est qu'on n'a aucune information sur où le bruit apparaît. Si on avait cette information, on aurait par définition plus d'informations dans le système, donc ça ne serait pas un bruit. Et comme on ne connaît pas où apparaît ce bruit, on a donc potentiellement une perte d'information dans le signal qu'on peut quantifier. C'est ce que fait Shannon lorsqu'il écrit que la transmission de l'information R peut s'écrire comme l'entropie de x moins l'entropie de x connaissant y, qui correspond en fait à la quantité de l'information qui est envoyée, moins l'incertitude sur ce qui est envoyé parce qu'il y a eu du bruit. Ou alors, on peut le voir comme l'information, donc l'entropie de y moins l'entropie de y conditionnée à x, qui est la quantité d'informations reçues moins le bruit qu'il y a eu dans le système. Ou on peut l'écrire également comme la somme des deux entropies moins l'entropie conjointe, et qui peut s'interpréter comme le nombre de bits d'informations qui sont transmis par seconde et qui sont communs à l'input et à l'output. Donc, la capacité de ce canal est définie comme le maximum de ce taux de transmission, donc par exemple, comme la différence, le maximum de cette différence, ou, parce qu'on reconnaît ici le maximum de l'information mutuelle à x et y. Donc, ce qui permet de voir la capacité dans un canal bruité en lié directement à l'information mutuelle x et y définie plus tôt. Donc, maintenant, on considère qu'on a quelque chose qui est propre pour avoir une mesure quantitative de l'information. Et on veut voir si on peut répondre aux questions. Peut-on quantifier maintenant l'information encodée, transmise et décodée dans un système développemental comme celui que j'ai énoncé tout à l'heure et apprécier de quelle façon cette information est transmise, est-ce qu'il y a une perte ou non de cette information. Donc revenons à notre embryon de drosophile dans lequel on a un profil de distribution d'un gène, ici Hunchback, tout soit représenté et quantifié d'une façon précise dans ces embryons. Alors on peut faire le raisonnement suivant. Considérons au début qu'on n'a aucune mesure d'un quelconque gène, on n'a pas de profil de distribution comme Hunchback ici. Il n'y a aucune information a priori sur la position d'une cellule X, donc en fait, le point de départ, sans aucune connaissance sur le système de nature chimique, c'est de dire que la probabilité, ça va être un tirage au hasard de probabilité P de X sur une loi uniforme égale à 1 sur L. L est le nombre et la longueur de l'embryon.
Donc ça, c'est la condition a priori, sans aucune connaissance sur le système. Mais maintenant, quand on commence à faire des mesures de concentration d'un facteur comme Hunchback, qu'on va appeler G, il y a toujours une certaine incertitude sur la position de ces cellules, mais par contre, elle va être considérablement réduite en raison de la forme de cette distribution de ce profil. D'accord ? Donc la probabilité conditionnelle de la position connaissant G, ce qu'on va écrire dans P de X connaissant G, la mesure que l'on vient de faire, a une distribution plus étroite qu'avant de faire une quelconque mesure. On peut donc définir à partir de là deux entropies. L'entropie a priori, correspondant à une loi uniforme de distribution des cellules, sans aucune connaissance, et une entropie, étant donné maintenant la mesure a posteriori de la concentration de G, où on définit en termes de la probabilité conditionnelle de X connaissant G. Alors, on voit bien à partir de là qu'effectivement, cette entropie est plus faible que celle-ci, ce qui correspond au fait qu'on a levé un certain nombre d'incertitudes sur le système parce qu'on a fait une mesure. La mesure de la concentration de Hunchback présentée en rouge ici. Donc, on voit ici différents exemples en fonction des différentes positions de la concentration. Je n'ai pas eu le temps de détailler, mais je reviendrai plus tard. Donc la réduction de l'entropie, étant donné la mesure que l'on a faite, la mesure de la concentration G, c'est une mesure de l'information que G apporte à la connaissance de X et que l'on peut donc définir en termes d'information, on peut donc définir en fait comme la différence entre ces deux entropies, ou dans sa forme continue ici. Et le point important, c'est que c'est écrit d'une certaine façon qui montre aussi la symétrie. Ça, c'est ce que la connaissance de G apporte à la connaissance de X, mais on peut le définir réciproquement. On peut s'interroger à la formulation de ce que la connaissance de X apporte à la connaissance de la concentration de G. On arriverait exactement à la même formulation, donc il y a une égalité entre les deux, et ça correspond à l'information mutuelle du système, et donc à l'information de position qui est définie en ces termes. L'information de position, en d'autres termes, est définie comme l'information mutuelle entre la distribution, les coordonnées du système et la concentration mesurée dans ce système. C'est exactement ça ce qui est défini. Donc, cette définition de l'information de position en termes d'information mutuelle entre les concentrations de molécules et les coordonnées spatiales va nous servir pour maintenant voir comment on peut quantifier un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est la définition que l'on retiendra. Positional information, c'est l'information partagée entre ces deux systèmes qui peut donc s'écrire sous ces différentes formes, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, on peut voir aussi l'information de position comme, en un sens, l'ensemble des bits d'information communs à ces deux systèmes d'information que sont le système de coordonnées et le système de concentration des molécules que l'on observe dans l'embryon. Donc on a bien un système d'encodage sous forme d'un profil d'expression d'un gène. On a une information de position qui correspond en fait à l'information mutuelle entre bicoïdes et les coordonnées spatiales. Le point important, c'est qu'ici, cette définition de l'information de position est complètement insensible aux détails du système de comment en fait ce décodage se fait. Il est donc extrêmement générique. Et maintenant, j'aimerais vous présenter comment on peut utiliser cela pour faire un certain nombre de mesures in vivo. Donc déjà, le point important, c'est qu'on peut définir cette information de position comme l'information mutuelle entre bicoïdes et la position, mais ce système peut aussi se recoder sous l'expression de Hunchback d'une cible transcriptionnelle de ce gène, et on peut à ce moment-là accéder à une nouvelle représentation, et l'information de position, on peut mesurer l'information de position de Hunchback et des coordonnées spatiales. Une clameur outdoor. Donc on sait qu'on peut mesurer la quantité de bits d'information qui sont requis pour discriminer exactement la position de différentes cellules dans l'embryon, qui est de 5,9 bits, étant donné le nombre de cellules que l'on considère, à peu près 60 cellules. Et on peut s'interroger, maintenant considérant l'ensemble des gènes GAP du système de segmentation de l'embryon, donc pas simplement Hunchback, mais également
Kruppel, Giant et Knurps, dont on voit ici l'évolution du profil, l'expression dans l'embryon. Donc maintenant, on s'intéresse à G non pas comme les valeurs scalaires d'une seule facteur de transcription, mais de l'ensemble des composants de ce réseau. Donc c'est on peut dire un vecteur. On redéfinit l'information mutuelle entre G, qui correspond toutes ces différentes expressions, et les coordonnées spatiales, qui correspondent donc à cette différence entre deux entropies, l'entropie de X et l'entropie de X, l'entropie de G moins l'entropie de G connaissant X. Et sous cette expression-là, on va voir qu'on peut faire des mesures précises. Alors, P de G connaissant X, c'est directement mesuré à partir des données expérimentales. On voit ici un exemple, non pas concret, mais représenté de façon schématique, d'un profil d'évolution de concentration, par exemple, de Hunchback, avec sa valeur moyenne et les fluctuations autour de cette moyenne. En toute position X, on peut avoir le profil de concentration de G connaissant X, qui va être donc PG donné X. Donc ça se mesure directement en tout point. Et PG de G correspond à la moyenne sur tous les X de ces informations. On peut le voir ici, à différentes concentrations de G, on peut avoir la probabilité de ce certain niveau qui peut être bas ou plus élevé de concentration, donc représenté ici. Donc, étant donné ce réseau de segmentation de ces différents gènes, on va maintenant pouvoir, dans cette étude, regarder la quantité d'informations qui est apportée par le réseau de gènes GAP. On part de cette formulation de cette information mutuelle entre G et X, et si l'on considère uniquement comme donnée de G la concentration de Hunchback, on arrive à un peu plus de 2 bits d'information. Kruppel, presque 2, Giant, presque 2 également, Knurps, presque 2. À chaque fois, on est au-dessus de 1 bit, ce qui veut dire que chaque système, Hunchback ou Kruppel, ou Giant ou Knurps, fonctionne mieux qu'un switch on-off qui générait simplement 1 bit d'information. Il y a quelque chose de plus important et qui se voit assez bien lorsqu'on voit les profils, en fait, qui sont un peu plus complexes que simplement une fonction step function. Et quand on considère l'ensemble du réseau des capgènes, on arrive à une information mutuelle qui est de l'ordre de 4 bits d'information. Donc on peut vraiment mesurer cela. Alors on peut déjà, de façon anecdotique, s'intéresser, est-ce que l'information définie comme cela peut augmenter au cours de l'évolution du système? Alors si jamais on regarde un profil instantané de Hunchback, oui, ou de bicoïde, on peut voir que l'information augmente. Mais si on étudie par exemple l'évolution du profil de distribution de bicoïde et regarder Hunchback, à ce moment-là, il n'y a pas d'évolution de la quantité d'informations dans le système. Donc en fait, il faut regarder de façon dynamique pour en conclure qu'il y a une information qui est constante ou alors qu'à ce moment-là, elle peut éventuellement, dans ce cas partie, augmenter. Alors à partir du théorème de Bayes, on peut maintenant partir des données expérimentales et mesurer exactement ce qui nous intéresse en termes de décodage de l'information, c'est de mesurer la probabilité d'une certaine coordonnée spatiale connaissant la concentration de G que l'on mesure. Et donc ça, on va le mesurer, calculer à partir du théorème de Bayes, où on voit ici, bon, c'est une constante près pour que la somme des probabilités soit 1, mais ici, on a ce qui est mesuré, la mesure en chaque point X de l'espace du profil de distribution de la concentration de G, qui peut être 1, 2, 3 ou 4 facteurs, et puis la connaissance a priori, qui est une loi uniforme de distribution des cellules sur l'ensemble de l'espace. Et donc à partir de ce moment-là, voilà le type de données que fournit cette analyse. On a ici, pour les différentes propositions normalisées le long de l'axe de l'embryon, la concentration du gène Kruppel. Et on peut réorganiser cette présentation en mettant ainsi pour différents niveaux d'expression de Kruppel normalisés et voir quel type de positions sont associées. On peut calculer en tout point la probabilité que l'on se situe à cette position X connaissant G. On voit ici les distributions. Mais le point qui nous paraît qui est le plus important, c'est de voir maintenant comment, à partir de cela, on peut calculer la probabilité d'être à une certaine position connaissant la concentration de G. Et le mode de représentation est montré ici. On a ici les positions le long de l'axe de l'embryon. On voit 3 cas de figure. Le premier, c'est dans cette partie périphérique, ou donc dans les parties très proximales ou distales ou antérieures et postérieures de l'embryon,
Là, il y a une grande quantité d'incertitudes sur la position connaissant G, donc on a peu d'informations mutuelles. Dans la partie à l'inverse, très au centre, on a très peu d'erreurs sur l'estimation de la position, il n'y a aucune ambiguïté. Ça correspond à la partie la plus précise d'estimation de la position étant donné la concentration de Kruppel. Mais on a ces parties adjacentes où là, en raison de la symétrie du profil, ça va être précis mais ambigu, parce que ça peut être à gauche ou à droite. C'est lié à la symétrie du système. Donc une représentation très compacte qui permet de voir la valeur estimée, donc inférée de la position, connaissant les mesures de la concentration en tout point et le prior, qui est une distribution uniforme des positions. Alors, ça, c'est ce que je vous ai présenté ici. Lorsque l'on considère que Kruppel, on peut refaire l'analyse où maintenant on ajoute séquentiellement la connaissance d'un autre composant chimique dans le système, par exemple Hunchback. Là, on voit qu'il y a une inférence de la position qui est beaucoup plus précise, en tout cas l'incertitude est levée sur une grande partie de la partie centrale. On voit bien ici que l'intersection entre le profil de Hunchback et de Kruppel, même si Kruppel est symétrique, d'où cette ambiguïté. L'ambiguïté est levée ici parce que Hunchback est asymétrique par rapport à Kruppel. Et donc, on va avoir maintenant une précision sur l'estimation inférée de la position. On a encore des zones de grande ambiguïté qui correspondent à ces profils qui ne sont pas assez accentués. Et quand on ajoute un troisième composant, on voit petit à petit qu'on arrive. Et avec 4 composants, on a une inférence de position quasi parfaite le long de l'axe antéro-postérieur, ce qui veut dire que le système des gènes GAP considéré apporte une information de position qui est très précise le long de l'axe antéro-postérieur. En tout cas, c'est une information disponible pour le système sur la base de la lecture de la concentration. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette information disponible pour le système est-elle utilisée par le système ? On peut répondre à cette question en s'intéressant au système chimique qui est en aval des gènes GAP, qui est le gène PERROUL, dont on voit ici un exemple avec le gène IVE, qui forme des bandes d'expression, 7 exactement. On sait qu'a priori, l'une de ces bandes est très bien positionnée parce qu'elle correspond à la formation du sillon céphérique qui est positionnée de façon extrêmement précise, dans l'ordre de grandeur que je vous indiquais tout à l'heure. Mais on peut se poser la question, si je perturbe le système en amont en modifiant le système maternel qui positionne ces gènes GAP, je vais donc modifier le système d'information génétique des gènes GAP, G, et je vais voir quelle correspondance y a-t-il entre l'évolution de l'inférence de position dans ces différents mutants et les modifications du positionnement des gènes IVE. Si jamais l'information n'était pas utilisée pour positionner les gènes IVE, si jamais il y avait une espèce de dégénérescence de l'information, on ne verrait pas de coévolution des deux. Mais ce n'est pas ce que l'on observe. L'analyse montre que si on observe ici l'inférence de position en ordonnée par rapport à l'évolution des distributions des bandes des gènes PERROUL ici IVE, eh ben, on voit que le décalage de position, en fait, des positions inférées correspond exactement aux positions observées ici avec ces différents PERROUL gènes. On a IVE, RUNT et PERT qui sont 3 gènes PERROUL. Donc ce qui montre qu'il y a une espèce de coévolution entre les deux. Et on le retrouve dans d'autres cas de figure où le système est perturbé de façon plus dramatique, en enlevant le système antérieur, en enlevant le système postérieur, etc. Donc à chaque fois, on voit que l'évolution il y a une coévolution entre la position inférée et la position effectivement mesurée, telle que le système le mesure lorsqu'il positionne les gènes d'expression PERROUL exprimés en bande précise. Donc ceci semble suggérer que le système est capable de pas simplement encoder une information de position sous forme de combinaison de facteurs de transcription GAP-gène, mais également de la décoder pour exprimer d'une façon précise les gènes PERROUL le long de l'embryon. Donc voilà ce qui clôt la présentation de Bicoïd. C'est vraiment le système, dans ce papier dont j'ai parlé, de Petkova et collègues, c'est l'article qui, à mon sens, définit de façon plus précise l'utilisation du concept d'information de position comme information mutuelle entre un ensemble de facteurs chimiques et les coordonnées spatiales. Et on peut le quantifier, on voit comment le système fonctionne d'une façon qui est considérée ici comme optimale dans la mesure où on voit une information qui est présente, qui est inférée par ce système décodé d'une façon précise le long de l'axe antéro-postérieur et semble-t-il utilisé pour positionner les gènes PERROUL. Alors ce type de paradigme a été utilisé par d'autres personnes et je mentionne brièvement simplement le titre des articles, mais pour ceux qui seraient curieux d'aller creuser, il y a un article de
laboratoire de Madan Rao qui étudie un système bruité de morphogènes qui est celui qui se passe dans le disque imaginal avec les WINT, dans lesquels ils utilisent exactement la même théorie de l'information mutuelle pour mesurer comment le système arrive à avoir une réponse précise, mais il l'analyse en termes de la boîte noire considérée n'est pas un facteur de transcription, mais en fait des modèles de signalisation et de rôle de différents systèmes d'endocytose et de trafic des récepteurs qui permet donc d'avoir ce type de réponse. Un autre exemple de décodage d'informations de position, exactement en ces mêmes termes, un système où on a maintenant deux gradients de morphogènes qui forment aux deux pôles du tube neural de la souris et du poulet, et dans lequel l'information est décodée par une information maintenant qui combine l'input de ces deux morphogènes et pas simplement d'un seul. Alors, à ce point, quelques observations. L'information mutuelle est totalement indépendante, définie comme on l'a vu, des détails biologiques sous-jacents. Elle s'intéresse uniquement aux corrélations statistiques qu'il y a entre un input et un output dans un système biologique. Et c'est l'outil mathématique qui permet de voir ces corrélations statistiques qui lui donne sa force. Elle n'est pas dépendante d'une connaissance de ce qu'il y a dans la boîte noire, qui est le canal de transmission de l'information. En revanche, étant donné les propriétés, la structure statistique des corrélations entre l'input et l'output, on peut imaginer que des perturbations sur le canal de transmission, que l'on peut faire par la génétique ou autre, permettraient de comprendre comment celui-ci contribue à cette transmission de l'information plus ou moins précise, et donc aux corrélations statistiques entre l'entrée et la sortie. L'autre point important, c'est que en théorie, et pour cette raison-là, il n'est pas nécessaire que l'input et l'output soient nécessairement des grandeurs scalaires, comme la concentration d'une molécule, comme on l'a vu ici, ce sont les cas les plus simples, on peut en faire des mesures, mais on peut imaginer des grandeurs qui soient vectorielles ou tensorielles, etc., en entrée et en sortie. On peut donc utiliser d'autres types de grandeurs pour en fait mesurer l'information transmise dans un canal selon ce paradigme. Et d'ailleurs, une étude, parmi d'autres, montre que effectivement, on peut utiliser ce type de cadre conceptuel pour analyser la transmission de l'information, de la signalisation, notamment ces aspects temporels, dans un cas d'un réseau de signalisation. Encore une fois, je mentionne, je reviendrai sur ces aspects dynamiques la semaine prochaine plus en détail. Mais puisque je parlais de signalisation qui ne soit pas simplement circonscrite au domaine chimique, on peut considérer aussi des cas de signalisation mécanochimique, on l'a vu en introduction. Donc je souligne ici plusieurs études qui montrent un cas de façon théorique ou expérimentale, des cas où en fait on a un gradient de concentration comme input d'une molécule, nodal dans le cas de l'épibolie chez l'embryon de zebrafish, ou ici des études plus théoriques, qui soient couplées directement en output à des propriétés mécaniques de motilité des cellules. Et donc, à ce moment-là, il s'agirait de voir les corrélations statistiques, non pas entre un input chimique et un output chimique, mais entre un input chimique et un output qui soit une propriété mécanique, comme étudié dans ces articles, ou alors la dynamique des cellules, les propriétés de unjamming de ces cellules. Donc, simplement pour au moins présenter un certain type de phénoménologie dans lequel le cadre théorique que j'ai présenté, a priori, pourrait s'appliquer pour en extraire une meilleure connaissance de l'information transmise dans ces systèmes. Et pour finir, j'aimerais maintenant aborder des cas qui sont extrêmement importants, mais qui sont plus complexes, parce que typiquement, ils débordent du cadre que j'ai présenté. Le cadre que j'ai présenté, il est bien défini par Shannon, c'est l'idée d'un canal de transmission avec une source et un receveur, donc un input et un output. Il y a certes un grand nombre de systèmes biologiques qui se présentent de la sorte, on l'a vu au cours du développement, on peut le voir comme une signalisation, j'ai présenté le chimotactisme de la bactérie, etc. Toutes les voies de signalisation peuvent se présenter comme un ligand et un facteur de transcription ou autre, mais il y a des systèmes qui, comme on l'a vu en introduction, sont par essence auto-organisés. Ils n'ont même pas des conditions, on n'a pas d'input bien défini, et même les conditions initiales ne sont pas forcément formalisables d'une façon aussi précise qu'on le souhaiterait. Et néanmoins, ces systèmes auto-organisés ont des propriétés remarquables. Ils forment des patterns d'une façon spontanée, à partir d'un état homogène initial. Et de surcroît, ils ont aussi des propriétés de reproductibilité, en tout cas dans certains cas, qui suggèrent qu'il y a donc quelque chose dans ces systèmes qu'il s'agit de comprendre. On ne peut pas utiliser le paradigme simple de Shannon parce qu'on n'est pas dans un cas d'input à output bien défini.
Alors pour donner un exemple parmi d'autres de système développemental auto-organisé qui ait des propriétés de précision et de patterning, c'est le système de gastruloïdes où les cellules souches sont assemblées in vitro. Et ces cellules souches qui au début sont donc par définition indifférenciées vont évoluer dans les trajectoires individuelles et collectivement donner naissance à des motifs spatialement organisés dont on peut voir ici quelques exemples dans ces gastruloïdes qui vont exprimer ce gène SOX2 dans cette partie à droite, un autre gène qui va exprimer dans un domaine un peu plus large, brachyurie, etc. Donc ces différents gènes ont des motifs d'expression spatiale, de distribution spatiale qui ne sont pas du tout aléatoires, qui sont organisés, qui ont une reproductibilité assez remarquable. Je crois que c'est la variation standard du profil donc de l'ordre de 0,2, qui est donc le long de l'axe antéro-postérieur normalisé de ces structures. On a des profils qui peuvent se rescaler aussi de façon précise. Donc on est visiblement dans un cas où, alors qu'on n'a pas d'input bien connu, comme dans le cas de bicoïdes, qui propage sa précision à travers les gènes gap, etc., on a un système qui, collectivement, à partir de zéro input, génère une structure qui a non seulement des propriétés de patterning, mais également de reproductibilité. Et c'est ces deux propriétés conjointes de précision ou de reproductibilité et de reproductibilité, les deux, et de pattern, d'organisation spatiale, qui nécessite en fait de définir un outil mathématique différent pour le faire. Alors, c'est un travail qui est en cours, mais je voudrais parler d'un article très récent qui présente une première perspective pour aborder ce type de questions, et c'est ce par quoi je vais finir. Donc cet article, c'est un article de David Bruckner et Gaspar Tkachik qui a été publié il y a très peu de temps, en 2024, et qui présente alors, uniquement un article théorique, mais qui en fait néanmoins, dans la deuxième partie que je vais présenter rapidement, confronte, en tout cas de façon en tout cas générique, à des données, à des systèmes biologiques concrets. On peut considérer un ensemble de cellules en une dimension qui peuvent adopter l'un parmi trois destins cellulaires possibles, représentés par trois couleurs différentes, vert, bleu et rouge. On a n positions, donc on a un vecteur z qui définit en chaque cellule une valeur scalaire 1, 2 ou 3. Donc z, c'est l'ensemble, grand Z, des possibilités de l'état de ce système. Z, c'est le vecteur qui représente, c'est un vecteur développemental qui définit en une dimension le système développemental dans un cas particulier. On peut considérer des réplicas de ce type d'organisation spatiale, n réplicas, qui peuvent correspondre soit à des rangées de cellules différentes autour de l'embryon, d'un même embryon, ou alors à des embryons différents. D'accord ? Et l'on voit, alors ici c'est un cas purement illustré, hein, à la fois un certain motif spatial et une certaine précision plus ou moins grande. Et donc, à partir de là, on peut définir deux entropies, alors qui sont un peu sur le modèle évidemment de Shannon, mais qui essaient de rendre compte de ces deux propriétés, de reproductibilité du pattern et du fait de l'existence d'un pattern en tant que tel. Donc l'entropie de reproductibilité S-rep, d'accord, c'est la moyenne de l'entropie de ces vecteurs Z que j'ai présentés ici. D'accord ? Donc on retrouve ici la sommation de Shannon. L'entropie maintenant du pattern, d'accord, va en fait voir si jamais il y a une domination parmi les trois états possibles, rouge, bleu, vert, s'il y en a un qui domine tous les états, ou s'il y a une équipe probabilité, une équipe proportion des trois états. Tout pattern, tout ensemble de vecteurs dans lequel rouge, bleu, vert seront à quantité égale, maximisera cette entropie de pattern. D'accord ? Donc à partir de ces deux entropies, on peut voir donc ces différents cas de figure. Considérant le premier cas, où on a un système complètement aléatoire, on va avoir alors complètement aléatoire, mais néanmoins, il va y avoir une équiproportion entre les trois états rouge, bleu, vert. Donc en fait, l'entropie de patterning est maximale. L'entropie de reproductibilité est aussi maximale parce que le système est complètement désordonné. À l'inverse, si l'on considère un système totalement uniforme où il n'y a qu'une seule couleur, donc l'entropie de pattern est zéro par définition, vu qu'il n'y a plus qu'un seul pattern. Et l'entropie de reproductibilité est aussi très basse parce que le système est parfaitement reproductible. On peut considérer maintenant le cas intéressant d'un drapeau français, mais avec d'autres couleurs, où on a effectivement une entropie de pattern qui est importante. Il y a équiproportion entre les trois états, et il y a une grande reproductibilité donc, du système, donc SREP va être 0.
Et puis on a ce cas intéressant, qui est le cas peut-être le plus intéressant pour nous, c'est qu'ici on se dirait, bon, finalement, ce n'est pas très précis, mais il y a quand même des corrélations dans ce système. Il y a une structuration intéressante du pattern qui permet de voir que non seulement il y a un patterning, il y a une équiproportion entre ces différents motifs, mais même s'il y a un décalage de phase d'un vecteur par rapport à l'autre, d'accord, on voit qu'il y a donc une structuration que l'on peut voir. Donc on peut se représenter maintenant un espace où ces deux entropies sont représentées, l'entropie du pattern et l'entropie, la reproductibilité. Et le point important, c'est qu'on peut définir, à partir de ce moment-là, un système auto-organisé étant un système dans lequel on a 1 de la reproductibilité, 2 du pattern. On veut une grandeur qu'on va appeler la fonction utilité grand U, qui va donc être la différence entre l'entropie du pattern et l'entropie de la reproductibilité, de telle sorte qu'elle sera maximale lorsqu'on aura un motif à la fois très reproductible et avec un pattern. Alors, on peut se représenter... Alors, attendez, pour finir, on définit donc cette fonction utilité de la sorte, justement pour qu'elle soit maximale lorsque le système est à la fois reproductible et patterné. Mais le point important, c'est qu'on peut le redéfinir en termes de l'information totale du système, qui va être plus que l'information de position. Donc l'information de position, positional information, on peut le voir comme l'écart entre l'entropie du système dans le système non corrélé, dans lequel, qu'est-ce que c'est que cette Correlational Free Entropy, SFC? C'est quand finalement les différents vecteurs PZ viennent d'un tirage aléatoire sur les différentes valeurs des concentrations des molécules rouge, bleu, vert à chaque cas. Donc ça va être la référence. C'est un système avec lequel il n'y a aucune corrélation. Et l'information de position, ça va être la différence entre l'entropie du pattern et cette information où il n'y a aucune corrélation spatiale. Et de façon corollaire, maintenant, on peut définir une information de corrélation qui n'a rien à voir avec le pattern spatial, qui est en fait l'écart entre cette entropie dans laquelle il n'y a aucune corrélation et l'entropie de la reproductibilité. On voit bien que lorsqu'on somme ces deux quantités, on retrouve la fonction utilité. Donc la fonction utilité, ça va être la somme de deux informations, l'information de position et l'information corrélationnelle, définie comme l'écart entre l'entropie de reproductibilité et l'entropie sans corrélation du tout. Alors on peut donc redéfinir maintenant ce plan où on a maintenant information de position et information de corrélation qui se mesure en bits. On peut voir ici le code de couleur pour la valeur de la fonction utilité. Et en partant d'un système dans lequel il y a 0 information de corrélation et 0 information de position, on peut s'intéresser à son évolution dans un système qui va maximiser sa fonction utilité. Finalement, l'hypothèse de ce travail, c'est de dire qu'un système auto-organisé est un système qui va tendre à évoluer, à maximiser sa fonction utilité. Et cette fonction utilité, elle est définie exactement pour correspondre à une minimisation une augmentation du pattern et une augmentation de la reproductibilité, c'est-à-dire une minimisation de son entropie de reproductibilité. Alors, dans cet article, ensuite, ayant défini les choses dans cette première partie, ils s'intéressent après à 3 systèmes différents dans lesquels ils vont essayer de modéliser leur évolution sur un système auto-organisé et de voir comment on peut utiliser cette définition de la fonction utilisée pour rechercher les paramètres propres à ce système. Alors en gros, on est dans les systèmes où on a des conditions initiales, du bruit, ça peut être de l'expression de gènes, etc. On a un réseau qui permet de donner naissance à des variations d'expression de différents gènes qui seront après traduits pour définir des états cellulaires, fate, avec des couleurs, bleu, rouge, vert. On a ces vecteurs patterns qui correspondent en fait à un pattern développemental, et puis on peut s'intéresser à sa reproductibilité. Donc, il s'intéresse donc à la brisure de symétrie associée à la voie Notch, il s'intéresse à un système de cellules souches d'organoïdes dans lesquels on a une formation de différentes structures spatiales. Et le point important, c'est qu'il recherche dans ce système-là, dans ces différents systèmes, il faut une recherche des différents paramètres qui permettent de maximiser la fonction utilisée et donc ainsi de sélectionner entre différents modèles pour retrouver les paramètres du modèle en fonction de la maximisation de cette fonction utilité. Et ça marche, c'est intéressant, ça donne des choses tout à fait pertinentes. Je vous laisserai découvrir cet article si vous le voulez. Je pense que ça donne une perspective tout à fait intéressante. Ce qui ressort de cette analyse, c'est qu'il semble que les systèmes évoluent d'abord vers une évolution à partir d'un état où il n'y a aucune information de position et une
aucune information de corrélation. Le système évolue vers une augmentation de l'information en corrélation qui correspond en fait à une structuration en termes de proportion de type cellulaire, mais sans aucune information spatiale. Par exemple, il va y avoir des cellules qui vont avoir une distribution poivre et sel, mais dans des proportions très précises du territoire présomptif de l'embryon, ici, de la souris, et qui, dans un second temps seulement, vont évoluer vers une augmentation de l'information de position, puisqu'il y a du pattern qui va se produire. C'est ce qui se passe également dans les gastroïdoïdes, où au début, il y a une expression apparemment poivre et sel de différents facteurs de transcription. Il n'y a aucune information spatiale, il n'y a pas d'information de position. En revanche, il y a une structuration des corrélations d'expression entre ces différents gènes, de telle sorte qu'il y a une augmentation de l'information de corrélation. C'est ce qu'elle mesure. Et donc, dans un second temps, en revanche, ces cellules se ségrègent par des mécanismes qui sont étudiés par différentes personnes et qui donnent une brisure de symétrie spatiale, alors qu'au début, c'était une brisure de symétrie en termes d'expression génique. Voilà, en tout cas, c'est un cadre conceptuel qui permet de penser de façon renouvelée l'information, pas simplement en termes d'organisation spatiale, mais d'organisation en termes de structuration, de statistiques des différentes identités cellulaires. Donc ceci me mène à la conclusion. Donc je vous ai présenté en quoi la théorie de l'information de Shannon apporte un cadre très puissant pour à la fois quantifier l'information dans un système chimique donné. Alors, je vais donner l'exemple de système chimique, on pourrait voir d'autres cas vraisemblablement. Et pour également évaluer la transmission de l'information dans un canal qui peut être, dans les cas qu'on a évalués, la concentration d'une molécule et la position que l'on veut décoder, ou entre deux espèces chimiques dans une voie de signalisation, etc. Les systèmes sont très multiples. Le concept d'information mutuelle permet de définir de façon rigoureuse une information de position à partir des statistiques, la structure des statistiques entre l'input et l'output considérés dans ces systèmes. Tous ces systèmes-là s'appliquent très bien pour des systèmes bien définis d'entrée-sortie, d'input-output, qu'on trouve souvent dans le développement et en biologie cellulaire, mais qui en revanche ne permet pas, mais il existe des systèmes dits auto-organisés dans lesquels il n'y a pas un input bien défini et dans lesquels il faut donc redéfinir, et donc c'est un travail en cours pour redéfinir un cadre théorique pour quantifier l'information ou les types d'informations qui permettent de distinguer un système aléatoire d'un système structuré en termes d'information de position et de corrélation statistique en termes de proportion de différents types cellulaires. Mais encore une fois, on pourrait imaginer d'autres grandeurs que simplement des grandeurs scalaires de concentration de molécules ou de destin cellulaire. On peut généraliser ça bien au-delà. Et pour finir, un quatrième point qui est plus aussi une question ou une ouverture. On a vu ici une paramétrisation de l'espace en termes de coordonnées simples, mais il y a d'autres types de paramétrisation de l'espace qu'on pourrait considérer qui permettraient de rendre compte de la polarité, de l'ordre nématique d'un système. Et donc, a priori, rien n'empêche de commencer à considérer ces possibilités-là pour arriver à voir comment l'information circule dans l'espace que les cellules occupent, où elles expriment des gènes, où elles ont des comportements dynamiques qui sont de nature vectorielle ou nématique. Voilà. Donc j'en ai fini. Je voudrais simplement souligner pour les curieux 2 livres que j'ai lus l'an dernier, que j'ai trouvé extrêmement intéressants, 2 biographies que je recommande si vous voulez en savoir plus sur cette période extrêmement fertile des années 30 où, en même temps que Turing, Shannon et von Neumann ont fait exploser, en venant des mathématiques, à la fois la théorie de l'information et tout le système computationnel dont j'avais parlé dans mon premier cours. Vraiment 2 recommandations sur des personnes absolument légendaires et remarquables, mais très différentes. Et puis voilà, j'en ai fini. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours, la semaine prochaine, où on en parlera de l'encodage et du décodage et représentation du temps, cette fois-ci. Je vous remercie.